Quand la F1 rencontre le bling bling de Las Vegas, les jeux sont faits. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au circuit de Las Vegas. S'il y a bien une ville dans le monde où le spectacle se doit d'être le plus grandiose, c'est bien Las Vegas. La ville du Nevada a toujours vu les choses en grand, à commencer par la récente salle de concert à la Sphère et son panorama à 360 degrés qui s'élève jusqu'à 110 mètres de hauteur. Alors quoi d'étonnant de retrouver la catégorie reine des sports mécaniques fouler la terre du bling bling et des casinos ? Eh bien, tout n'est pas si simple. La Formule 1 a toujours essayé de s'implanter aux USA, et malgré une présence record, tout n'est pas si rose. Les courses de type européenne ne sont pas vraiment légion en territoire nord-américain, habitués aux tracés urbains, aux safety cars et aux résultats imprévisibles. L'idée d'implanter la discipline au cœur de la ville du jeu n'est pas nouvelle puisque par 2 fois, un Grand Prix s'est tenu ici même pour le meilleur mais surtout pour le pire. La mégalopole américaine dispose bien d'un circuit permanent, le Las Vegas Motor Speedway et son ovale utilisé en NASCAR, mais pourquoi utiliser une piste hors de la ville alors que toutes les infrastructures sont au centre ? Pour accueillir ce qui se fait de mieux en termes de vitesse, Las Vegas doit voir les choses en grand. Alors quoi de mieux que d'utiliser le parking du célèbre Caesars Palace pour y placer un circuit de Formule 1 ? L'idée est saugrenue voire délirante, mais bien réelle. Habituée à courir dans le verdoyant état de New York et sa piste de Watkins Glen, la catégorie reine débarque en grande pompe sous l'influence de Bernie Ecclestone dans cet endroit propice à tous les événements, sauf peut-être une course automobile. Le parking a beau être immense, caser toutes ces monoplaces reste un challenge. Ce sera chose faite avec un tracé de 3,65 km de long dessiné entre d'imposants murs de béton. Le circuit n'a clairement aucun intérêt. Virage assez lent, longue ligne droite, aucun changement d'élévation, une poussière venue de désert constante, un vrai désastre. Pour beaucoup, il reste l'un des pires que la catégorie reine ait visité et pour cause, de nombreux pilotes l'ont comparé à une simple piste de karting, de quoi déplaire à l'organisateur qui n'est autre que Billy Weinberger, PDG du Palace. C'est donc en 1981 que la course inaugurale se tient et quoi de mieux que de clore un championnat indécis pouvant couronner l'un des 3 prétendants restants, Reutemann, Piquet et Laffite. Après d'âpres qualifications disputées sous un soleil de plomb, c'est l'Argentin qui s'offre la pole sur sa Williams, 3 rangs devant le Brésilien et 11 devant le Français. Personne ne sait à quoi s'attendre pour ce Grand Prix au vu des conditions climatiques, de la fiabilité et de la dégradation des pneus. Dès le départ, le poleman perd du terrain, tout comme Piquet alors que la Ligier bleue grimpe dans la hiérarchie à une vitesse folle. Après quelques boucles, Laffite est déjà remonté devant ses 2 adversaires du jour. Le pilote Williams perd rapidement pied et comprend que quelque chose ne va pas avec sa monture. Derrière, Tambay est victime d'un très gros crash, sa machine est disloquée, mais fort heureusement le pilote va bien. Plus la course avance et plus les chances de titre de Reutemann s'amenuisent. Lui qui était pourtant leader du championnat avant ce départ laisse filer le sac entre les mains de son ennemi juré, Piquet, un peu plus à l'aise sur ce drôle de circuit. L'usure des gommes est plus importante que prévu, obligeant les pilotes à s'arrêter au stand pour en changer. Ce choix, pris trop tardivement par le français, le contraint à n'empocher qu'un seul petit point dans le dernier tour, à peine 2 secondes derrière le brésilien, à bout de force. Le Carioca aura finalement tenu pour s'adjuger la couronne mondiale, battant pour 1 point l'Argentin, seulement 8ème sous le drapeau damier alors que son équipier Jones s'est imposé. Les rumeurs de sabotage de sa monoplace par sa propre écurie sont peut-être véridiques. Quoi qu'il en soit, les pilotes n'aiment clairement pas ce tracé. Peu importe, il sera de nouveau au calendrier en 1982, toujours en fin de championnat. Cette fois-ci, même si le titre est encore en jeu, le résultat ne fait quasiment aucun doute. Seuls Watson et Rosberg peuvent être titrés et encore, pour que le Finlandais ne l'emporte pas, il faudrait que le Britannique s'impose sans que son adversaire direct ne marque de points. La situation est quasi désespérée, mais après une campagne aussi folle, tout peut encore arriver. Une fois encore, la piste ne fait guère l'unanimité auprès des pilotes et des écuries. La poussière de sable est omniprésente, les blocs de béton et les grillages toujours plus hauts et plus nombreux. Pas étonnant que la foule ne se déplace pas en masse sur ce tracé qui n'avait pas vraiment attiré de spectateurs l'année passée. L'organisateur se rend bien compte de la situation et ira même jusqu'à casser les prix pour faire venir, mais son Grand Prix restera un échec retentissant. L'avenir du grand cirque de Las Vegas s'assombrit dans le petit monde de la Formule 1. La course sera aussi exténuante que celle de 1980 avec une succession de pannes mécaniques, de sorties de piste, de pilotes au bord du malaise et des pneus qui ne tiennent pas la distance sans perdre de rythme, du moins chez Michelin. En ramassant les boulettes de gomme disséminées un peu partout sur la piste, les pneus clermontois perdent largement en efficacité, à l'inverse des Goodyear. Prost sera l'une des victimes de ce problème, perdant sa première place durement acquise en qualification à bord de sa Renault Turbo. Malgré des efforts surhumains et une belle remontée depuis la 9ème place, Watson s'incline en 2ème position, laissant filer la couronne mondiale à l'étonnant Keke Rosberg, vainqueur d'une seule course cette année-là. Le titre des constructeurs est aussi décerné après la course et c'est la Scuderia Ferrari qui le tient, malgré une saison des plus douloureuses.
Ce jour-là, tout aussi étonnant, c'est Tyrrell qui accroche la victoire, une première depuis 4 ans et le succès de 2 pailles à Monaco, la première également pour Patrese, l'homme qui détiendra longtemps le record de longévité en Formule 1. C'est d'ailleurs le 11e vainqueur différent en 16 meetings, un record qui ne sera sûrement jamais battu. Ce rendez-vous du Nevada sera le dernier pour le motoriste français Matra, Ligier décidant de se rapprocher de Ford Cosworth avant d'entamer sa collaboration avec Renault, 2 ans plus tard. Face à l'avènement et la popularisation des courses de monoplace US, la Formule 1 n'a plus vraiment sa place dans le pays de l'oncle Sam. Las Vegas disparaît dans l'indifférence la plus totale, bientôt suivie par Long Beach et Détroit, puis Dallas et Phoenix quelques années plus tard. Tout cela ne semblait être qu'un lointain souvenir jusqu'à ce qu'en 2022, une annonce étonnante voit le jour. Las Vegas is back. C'est sur un tout nouveau circuit que vont évoluer les monoplaces, mais à peine le dessin présenté que de nouvelles polémiques éclatent. Certes, la ville en elle-même est attrayante pour un sport qui brasse des millions et des millions de dollars chaque saison, mais un tracé urbain avec d'interminables lignes droites et virages serrés et d'autres à angle droit ne serait pas sans rappeler les terribles Phoenix, Détroit et Dallas des années 80 et leur spectacle dérisoire. Est-ce que la nuit, la Saturday Night Fever, les lumières et autres artifices arriveront à faire de ce show une réussite ? Reste à le prouver dès 2023. Si le cadre est sensationnel avec ses lumières, ses fontaines et ses écrans multicolores, l'ambiance ne fait clairement pas l'unanimité auprès des pilotes, non habitués à l'exubérance des Américains et leur faculté à faire le show. Pourtant, le Grand Prix qui se dispute le samedi soir est plus qu'intéressant. Rarement les Formule 1 n'auront été aussi vite sur une piste urbaine très large, notamment sur le Strip, la plus célèbre avenue de l'état du Nevada. Tout avait cependant mal commencé avec l'arrachement d'une plaque d'égout par Sainz, la pièce en fonte traversant littéralement le châssis de la Ferrari. Après le crash de Norris dans les premiers tours, la vitesse de pointe de Leclerc lui permet de titiller les Red Bull. Dans des conditions quasiment hivernales, les pneumatiques dictent la cadence et si Supermax finit par accrocher la victoire, le monégasque réitère son incroyable performance en nous offrant un freinage démesuré sur Pérez dans le dernier tour. Idem en 2024 avec une fraîcheur toute relative et des Mercedes en grande forme, formant un inattendu doublé mené par Russell devant Hamilton. Cette édition est bien entendu marquée par l'impressionnant accident de Colapinto, déplaçant même des murs de béton sous la violence du choc. Pour autant, le bilan de Las Vegas reste très mitigé. Les spectateurs n'ont jamais afflué en masse, les circuits n'ont pas vraiment d'intérêt sportif et les pilotes ne sont pas vraiment emballés. Reste que la nouvelle piste, bien différente de l'ancienne, correspond plus à l'ADN de la Formule 1 et ses hautes vitesses. Le tracé du Caesars Palace n'était, quant à lui, pas digne d'accueillir la catégorie reine. Certains lui décernent même le rôle de pire circuit jamais emprunté par la F1, au même titre que Zandvoort, Lavus ou les détestables Dallas, Phoenix et Détroit. Si le circuit de Las Vegas devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent en 1981 et 1982 sur le tracé du Caesars Palace, puis sur le nouveau circuit de 2023 à aujourd'hui. Les pilotes parcourent 50 tours de cette piste longue de 6,201 km, dont le meilleur temps en qualification a été établi en 2023 par Charles Leclerc en 1 minute 32 secondes et 726 millièmes, alors que c'est Oscar Piastri en 2023 qui a réalisé le meilleur tour en course en 1 minute 35 secondes et 490 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unoeildanslerétro 1.wixsite.com/unoeildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.